la Cour estime, quant à elle, que le pouvoir du peuple est illimité, que le peuple peut aujourd'hui se réveiller, il confond et le peuple souverain originel, ça veut dire le souverain originel, c'est celui qui a adopté la Constitution de 2006. Ce peuple-là, on ne peut pas le réveiller. Le peuple qui agit aujourd'hui, le souverain aujourd'hui, le Parlement, c'est dérivé. Le peuple dérivé, le souverain dérivé ne peut pas détruire l'œuvre du souverain originel primaire. La loi, donc, valide conforme à la Constitution, ordonne sa publication au journal officiel. Donc, et puis ils ont ajouté le mot doit. La Cour dit, donc, elle doit être publiée. Donc, ils n'ont laissé aucune marge au président de la République pour promulguer ou pas. Et ils ont dit, donc, les réserves d'interprétation sont destinées à permettre aux juges par la suite, donc ultérieurement, au moment de l'application de ces dispositions ou de la Constitution, du référendum, d'interpréter ces dispositions-là en tenant compte de l'arrêt. Donc l'arrêt va être annexé à l'arrêt. Donc il faut pas regarder seulement ce qui est là. Tout ce qui est anticonstitutionnel, ça demeure, mais on va annexer l'arrêt à la loi, ce qui fait que, mais c'est incroyable. Est-ce que votre livre fait référence aussi aux corrompants? Vous, les avocats, c'est vous qui amenez les dossiers chez les magistrats. C'est vous qui voyez le magistrat après les dossiers pour le droit de visite. C'est vous qui demandez au client pour que ton dossier passe vite, pour que ça se prononce à ta faveur. Paye ceci. Vous prenez parfois beaucoup d'argent chez les clients, vous donnez un peu chez les magistrats. C'est vous qui êtes les corrompants. C'est vous qui entretenez ça en tant qu'avocat, mais il me semble que la grande pression est mise sur le magistrat, sur les OPJ, sur le parquet, sur les juges au tribunal. Qu'en est-il de la responsabilité de vous, avocat, dans cet exercice de corruption? Par exemple, quand vous plaidez une affaire, vous êtes le tribunal, on plaide une affaire, vous prenez en délibéré, vous vous retirez et vous dites rien du tout. Et vous faites ce qu'ils appellent ça la chambre froide. Donc vous allez mettre le dossier dans la chambre froide, même 6 mois, 1 an, tant que aucune des parties vient vous corrompre, vous ne touchez même pas au dossier. Donc vous attendez, et vous commencez même à appeler les clients pour qu'ils viennent et leur poser la question, mais comment est-ce que vous venez pas? Des gens comme nous qui corrompons pas, quand je vois que le délai du prononcé est largement dépassé, j'essaie d'entrer en contact avec le juge, juste pour m'enquérir de la situation, mais je regrette. Quand vous arrivez là, on vous dit, maître, finalement, vous venez finalement, qu'est-ce que vous nous amenez? Moi, je vous amène rien. Non, je vous amène rien. Et quand vous dites ça, ça va leur prendre 2 jours seulement, on va rendre un jugement contre vous. Or, dans notre pays, la police, la justice est la 2e institution la plus corrompue. Après la police nationale, vous imaginez. Parlement des étudiants. Et si l'université venait enfin à vous? Avec université.cd, plus besoin de choisir entre vos études, votre travail ou votre famille. Étudiez où que vous soyez, à tout moment, depuis votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur. Suivez des cours en ligne, échangez avec vos enseignants et préparez un diplôme reconnu sans quitter votre ville. La plateforme met en relation les étudiants avec des universités partenaires en République démocratique du Congo et propose un apprentissage 100% en ligne, pensé notamment pour les professionnels et la diaspora. Rendez-vous sur le site université.cd pour vos inscriptions ou plus d'informations. Parlement des étudiants. Honorables parlementaires, distingués invités et chers collègues, la plénière est ouverte. Un seul point est inscrit à l'ordre du jour, à savoir la justice élève une nation, quid de la justice congolaise et de l'arrêt de la Cour constitutionnelle sur la loi portant organisation du référendum en République démocratique du Congo. Pour en parler, nous recevons Maître Zef Zavo pour la 3e fois. C'est devenu un habitué de ces temples du débat républicain, avec qui nous allons échanger sur l'état de la justice congolaise en général et en particulier en tant que scientifique et chercheur et doctorant en droit.
nous allons faire une analyse scientifique de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, sachant que il ne s'agit nullement de commenter ni de revenir sur cet arrêt parce qu'on sait la règle. Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles de qu'un record, mais en tant que scientifique et juriste, doctorant en droit, il est possible de mettre un avis scientifique sur ce que c'est. Et nous allons donc agencer ces des sujets relatifs à la justice et surtout en ayant pour épigraphe que la justice élève une nation. Sans plus tarder, Maître Zef Zabo, vous avez 10 minutes pour votre allocution introductive à ces sujets. Monsieur le Président, distingués membres du Parlement, distingués invités, je vous remercie de l'opportunité de revenir ici pour la 3e fois en moins de 2 mois pour échanger avec vous. C'est un grand plaisir pour moi. Alors, pour ne pas perdre du temps, tant il y a à dire. Il y en a beaucoup à dire. Comme vous avez vu, la thématique mélange 2 choses. Donc, on prend la justice, l'état de la justice congolaise. Donc, la justice élève une nation. Le principe qui est biblique. Alors, qu'en est-il en ce qui concerne, d'une part, la justice congolaise de manière générale? Est-ce qu'elle élève la nation? Et puis, deuxième aspect, ça va être, est-ce que l'arrêt de la Cour constitutionnelle sur le référendum, est-ce que cet arrêt élève la nation? Tel que le président l'a précisé, je suis avocat aussi de profession, mais ma profession m'interdit normalement de commenter les décisions judiciaires, mais c'est aussi normalement quand les affaires sont encore en cours. Parce que autrement, comment est-ce que la jurisprudence, même la doctrine, le droit, la science juridique évoluerait si on ne peut pas commenter, analyser, critiquer et faire des propositions par rapport à des décisions qui sont prises? Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Je pense que, dans tous les cas, j'interviens, comme le président l'a dit, davantage comme scientifique et comme auteur. J'ai écrit un livre justement sur la corruption de la justice, un livre que je vous recommande vivement. Dans ce livre, j'ai fait l'état justement de la justice. Donc, je consacrerai beaucoup plus de temps à parler de l'arrêt plutôt que de l'état de la justice. L'état de la justice, il a été l'objet d'un diagnostic très très profond, non complaisant ici. J'aimerais vous lire d'abord quelques citations ici qui vont vous permettre de voir un peu, qui vont brosser assez rapidement l'état de la justice. Donc la Bible, Proverbe 14, 34, c'est de là que ça vient. Le principe biblique, la justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. C'est biblique. Et sur cette base, la Bible de Deutéronome établit aussi, il dit, tu établiras des juges et des magistrats selon les tribus, ils jugeront avec justice. C'est ce qu'on attend normalement des juges. Que les personnes habilitées en RDC, c'est le président de la République qui nomme les juges. Alors la Bible lui dit qu'il établira des juges et des magistrats selon les tribus, donc sur une base de principe de représentativité, ils jugeront avec justice. Alors, qu'est-ce que le président de la République lui-même le dit relativement à cela? J'ai cité ici le président lui-même quand il est arrivé au pouvoir, quand il a accédé au pouvoir en 2019, janvier, il est venu avec un chapelet de bonnes intentions. Donc la justice était son cheval de bataille. Mettre fin à la corruption de la justice, c'était le cheval de bataille visé. Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis lors? Moi, c'est ce que je me suis intéressé à cela. En décembre 2023, juste à la veille des élections, c'est là où j'ai écrit ce livre, 4 ans après son accession à la présidence, pour voir qu'est-ce qui a été fait depuis les annonces. Est-ce que les annonces suffisent? Est-ce qu'il y a une réelle volonté politique de réaliser cela ou pas? Alors, je me suis rendu compte, moi j'ai dit que dans mes conclusions ici, la justice n'existe même pas en RDC. Donc la corruption plombe la justice, et vous verrez que le président lui-même
le 9 juillet 2023, il a été contraint justement d'admettre finalement, en dépit des promesses répétées depuis 2019 jusqu'en 2023, le 9 juillet, il a été contraint d'admettre, il fait son mea culpa en disant, s'il y a un bémol, je le cite dans le livre, s'il y a un bémol à mettre sur mon bilan, parce qu'on lui posait la question de savoir qu'est-ce qu'il a réalisé. Alors, le président s'attribuait une note de satisfaction sur tous les autres plans, que tout marchait très bien au pays, social, sauf, il a admis que sur le plan de la justice, il a dit, s'il y a un bémol à mettre sur mon bilan, ça c'est 2023, 4 ans après, je crois que c'est celui-là. Je ne suis pas vraiment satisfait du bilan récolté dans le domaine de la justice. J'ai beaucoup compté sur le pouvoir judiciaire parce que, comme dans la Bible, c'est la justice qui élève la nation. Malheureusement, dans notre cas, la justice détruit la nation. J'ai tout mis en œuvre pour essayer de faire comprendre ma vision, surtout aux chefs de corps judiciaire. Mais j'ai l'impression que tout le monde semble être dépassé par la force du mal qui est cette corruption qui jette un discrédit finalement sur nous tous. Ça, c'est le président de la République qui l'a déclaré le 9 juillet 2023, alors qu'il était, le 9 juillet, il était candidat à sa propre succession. Ça, c'est la campagne pour son deuxième mandat. Vous voyez, j'en ai beaucoup d'autres pour vous démontrer tout simplement l'état de la justice. Le président a déclaré en 2021, il y a quelque chose que je n'ai jamais soupçonné avant d'arriver au pouvoir dans ce pays. C'est l'ampleur de la corruption. Vous n'avez aucune idée de ce qui est fait dans ce pays. C'est pire même que d'avoir volé ou tué une personne. C'est devenu un système. Vous ne pouvez pas imaginer que les êtres humains puissent être aussi méchants à ce point. La corruption continue d'exister même dans le milieu de la justice censée combattre ce fléau. Ça, c'est le président de la République lui-même qui vous le dit. Et la lutte contre la... Il y en a plein, je vous recommande de lire cela. Vous verrez que il a dit qu'il a fait son mea culpa même, il a dit, il tente de trouver sa difficulté. Il résumait ça finalement en disant que il n'arrive pas à trouver des magistrats à esprit non corrompus et que c'est à cause de cela que la justice ne fonctionne pas. Mais dans d'autres, plus loin encore, il a déclaré que ça ne peut pas continuer comme ça et qu'il faut qu'on pense aux générations futures. Il a dit on ne peut pas continuer et à détourner et à aggraver la corruption au pays. On doit penser aussi aux générations futures. Il dit nos enfants. Vous voyez, ça je l'ai cité. Dit nos enfants, qu'est-ce qu'on va leur laisser comme pays avec une justice dans cet état? Et l'impunité, le corollaire. Parce que tout ce qui se fait, que ce soit les détournements et autres, comme la justice ne fonctionne pas, c'est la justice qui est censée normalement s'occuper des détourneurs et autres. Or, comme vous regardez dans nos prisons, il n'y a pas grand monde. Vous voyez. Donc, sur l'état de la justice, je pense que je vais m'arrêter là. Il y a beaucoup à dire. Comme j'ai dit, j'ai fait un résumé, essayer de brosser un tableau en citant le magistrat suprême, lui-même président de la République. C'est lui qui nomme tous les magistrats. C'est lui qui promeut les magistrats. Et voilà ce qu'il en a dit. Et ça fait le lien, justement, c'est lui qui est aussi le requérant dans la cause qu'on va analyser, l'arrêt de la Cour constitutionnelle R-Cons 28-95 prononcé le 28 juillet par la Cour constitutionnelle sur requête du président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en matière de contrôle de constitutionnalité a priori de la loi fixant les conditions d'organisation du référendum. Autrement dit, la loi Ngondakoy du nom de son initiateur. Alors, qu'est-ce qu'il en est de cet arrêt? Cet arrêt est très controversé, comme vous savez. Tout le monde en parle, les commentaires vont dans tous les sens. Et malheureusement, il y a beaucoup de confusion aussi. Et puis, je vais quand même vous éclairer aujourd'hui, je l'espère, et je suis très convaincu, parce que ce qu'on entend dire, ce n'est pas du tout ça. Beaucoup de gens disent des choses. On a vu des gens, un professeur d'université qui est de l'ensemble, le professeur Onyemba, pour ne pas le citer, dès le premier jour,
dans la précipitation, il s'est réjoui de la décision en disant que c'était une grande victoire pour l'opposition. Et moi, je lui ai écrit sur Twitter pour lui dire, est-ce que vous avez lu cet arrêt? Une grande victoire. Aujourd'hui, il déchante, il se dit plus la même chose. C'est plus la même chose. C'est une grande victoire qu'on aurait obtenue, grâce notamment à lui, qu'il aurait écrit au président de la République, et on aurait pris en compte ce qu'il aurait dit. Je dis, mais c'est quoi ça? Et que l'arrêt, tel que rendu, serait envoyé au président avec toutes les réserves d'interprétation pour que le président renvoie encore au Parlement. C'est faux tout ça. C'est archi faux. Pourquoi c'est faux? Je vais vous dire, on entre maintenant dans le vif du sujet concernant cet arrêt. La Cour constitutionnelle, en prononçant son arrêt, le juge a donné ce qu'on appelle en droit les motifs, et puis après le dispositif, donc ça veut dire la conclusion, l'arrêt qui est rendu. Donc parmi les motifs, la Cour estime, quant à elle, que le pouvoir du peuple est illimité, que le peuple peut aujourd'hui se réveiller, il confond et le peuple souverain originel, ça veut dire le souverain originel, c'est celui qui a adopté la Constitution de 2006. Ce peuple-là, on peut pas le réveiller. Le peuple qui agit aujourd'hui, le souverain aujourd'hui, le Parlement, c'est dérivé. Le peuple dérivé, le souverain dérivé ne peut pas détruire l'œuvre du souverain originel primaire. Alors, je ne sais par quel raccourci et magie... Il vous reste 2 minutes. S'il vous plaît, Monsieur le Président, c'est très important cette matière. Je ne sais par quelle magie, il a conclu il a considéré que le pouvoir, la souveraineté du peuple, la souveraineté populaire est absolue, ce qui est archi faux. Et il a dit la souveraineté nationale aussi est archi faux. Vous savez tous que même la souveraineté nationale, elle n'est pas absolue. La souveraineté d'un État, de tout État sur cette terre, est limitée par le droit international. D'où dans notre Constitution, c'est la suprématie du droit international qui est consacrée ici. Lorsque il y a une disposition du droit international qui entre en contradiction avec le droit interne, on change la disposition du droit interne. Et tout ce que la RDC peut faire à travers au pays et même à l'extérieur, c'est limité par le droit international. On ne peut pas dire on est souverain et on peut faire n'importe quoi sur cette terre ou non. La souveraineté nationale est limitée par le droit international. La souveraineté populaire, donc du peuple, de la même manière, est limitée. Le peuple, quand il a adopté en 2006 cette constitution, il a limité lui-même son pouvoir ici. Ce que le peuple peut faire. Il peut pas se réveiller là et puis aller chier dans le coin ici. Non. Le peuple a ses pouvoirs aussi limités ici. Alors, on peut pas vous dire que le pouvoir du peuple est absolu, que on peut nommer un président aujourd'hui, et le peuple après, il va dire non, je suis pas satisfait, avant la fin de son mandat, ben tiens, on veut plus de lui, on fait un référendum qui parte. Ça se fait pas. Les députés qui sont élus pour des mandats des 5 ans, ils ont leur mandat. Est-ce que le peuple peut se réveiller et dire non? Alors, pourquoi on veut faire cela avec la Constitution pour nous dire... Je vous accorde 5 minutes supplémentaires. Merci, vos 10 minutes Monsieur sont le Président. épuisées. Rapidement, on va chuter. Alors, il a considéré cela, et il a ajouté en disant que non seulement le peuple peut faire tout ce qu'il veut, il dit que l'article 5, donc il a étendu. Vous savez qu'en matière de référendum, on a déjà dit plusieurs fois ici, il y a que 3 matières qui sont prévues, qui sont sujettes à référendum. C'est d'après la Constitution, l'article 2, l'article 214, et puis l'article 218, révision de la Constitution, mais on parle pas de changement de Constitution. Changement de Constitution n'est nulle part prévu. Or, eux, ils ont ajouté une autre matière. Donc, en analysant, en interprétant les dispositions de la loi, ils ont déclaré la loi conforme à la Constitution, je ne sais par quelle magie, et sous réserve de 13 dispositions, dont les dispositions des articles 4. 4, c'est là où ils ont ajouté, on parlait de toute matière d'importance fondamentale pour la nation. Ils ont trouvé que la notion était trop large. Ils ont donc repris les 3 matières, plus ils ont ajouté que le peuple peut
par référendum, demander le changement de constitution. C'est pas prévu par la constitution. C'est une matière qui n'est nulle part prévue. Cette constitution ne prévoit nulle part son changement. Alors il dit non, le peuple peut. Et par référendum, il a ajouté une autre matière, 4, dans l'article 4. L'article 7, un autre article où il a établi, où la Cour a émis des réserves d'interprétation. Les réserves d'interprétation, je n'ai pas eu l'occasion de vous le dire, mais c'est quoi en fait? Les réserves d'interprétation, seulement c'est lorsque c'est une technique qui jurisprudentielle où la Cour peut donner une interprétation et conditionner l'application d'une disposition légale par le respect de cette interprétation. Et autrement, cette interprétation normalement, elle est inconstitutionnelle normalement. Normalement, partout ils ont émis des réserves d'interprétation, ça veut dire que il y a un problème. Et Ngondanko lui-même a fait des aveux. Dans l'émission, si vous avez suivi l'émission avec Myriam Boketchou, Ngondanko lui-même a répondu. Madame Mokochi lui a posé la question en Lingala. S'il y a eu des réserves d'interprétation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des pokoso, comme on dit en Lingala. Et Ngondanko y a reconnu, et je l'ai noté, je l'ai cité ici. Ngondanko lui-même a dit, oui, il dit, question de minéral, oui, réserve d'interprétation on a sur les 13. Et Lingik pe koloba que la loi sur le référendum, et ça, kokoso, et sengi juge, Anne Manuela, yango tout ça. Ngondanko il dit, et koki kozala kokoso, pambate, ceux qui jugent constitutionnels, apesi réserve wana, et Lingik koloba te que, l'article wana est sur la constitution, et zangi kokoso, et Lingik koloba ke, et zana kokoso, mais pour éviter kokoso. Donc, contourner la kokoso, il y a juge constitutionnel à lobby, tango, boko, appliqué l'article wana, tala, boko comprendre yango, na sens boye, oyende ezali conforme à la constitution. Regardez Myriam Boketchou. Mais Ngondako est pris à son propre piège. Ngondako, il a fait un aveu, lui-même a dit, il a reconnu que c'est inconstitutionnel et que on doit interpréter dans le sens voilà parce que c'est l'essence que la Cour a donné qui est conforme à la Constitution. Donc vous voyez l'inconstitutionnalité de cette loi que normalement la Cour constitutionnelle aurait dû invalider tout simplement. Mais par des gymnastiques, ils l'ont maintenu et voilà où on en est aujourd'hui. Veuillez chuter, vos 5 minutes sont écoulées. Président, s'il vous plaît, c'est vraiment Non, on va pas vous donner tout le temps, monsieur Zef. Ça va alimenter les questions. Minutes, ça va même alimenter les questions. Je vous dis. C'est impossible. Ça va vous aider à alimenter les questions. Ça fait 15 minutes, vous avez 1 minute, vous allez conclure, les questions viendront, vous allez renchérir, s'il vous plaît. Ok. Donc, et l'autre article, il a confirmé l'article 8 et 9, il a confirmé que le peuple peut faire cela à travers aussi la mise en place par le président de la République d'une assemblée constituante qui n'est pas prévue. Les institutions de la République sont toutes prévues ici. Ils ont créé d'autres institutions qui sont pas prévues par la loi, ce qui ne se fait pas. Alors, au regard de tout cela, il a conclu, en fin de compte, en disant quoi? C'est que je vous disais que c'est pas... Ils n'ont pas tenu compte ni de l'esprit ni de la lettre, de la Constitution non plus, et ils ont conclu en disant que vous regardez la subtilité. Ça m'a fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur quand je lis ou j'écoute la vidéo sur la Cour constitutionnelle a conclu, a statué en disant la Cour dit, recevable et dit la loi donc valide conforme à la Constitution, ordonne sa publication au journal officiel. Donc, et puis ils ont ajouté le mot doit. La Cour dit, donc, elle doit être publiée. Donc, ils n'ont laissé aucune marge au président de la République pour promulguer ou pas. Et ils ont dit, donc, les réserves d'interprétation sont destinées à permettre aux juges par la suite, donc, ultérieurement, au moment de l'application de ces dispositions ou de la Constitution, du référendum, d'interpréter ces dispositions-là en tenant compte de l'arrêt. Donc l'arrêt va être annexé à l'arrêt. Donc il faut pas regarder seulement ce qui est là. Tout ce qui est anticonstitutionnel, ça demeure, mais on va annexer l'arrêt à la loi
Ce qui fait que... Mais c'est incroyable. Alors, vous voyez un peu. Donc le président, alors les gens qui vous disent que non, le président a la latitude de prendre cet arrêt et l'ordonnance renvoyée au Parlement pour qu'on intègre dans un même texte coordonné, c'est faux. La Cour a dit ça va être annexé tout simplement. On annexe et ça doit être publié au journal. Le président ne peut pas. On dit que la décision de la Cour constitutionnelle est susceptible d'aucun recours. Le président peut faire quoi? Doit, ça s'applique au président de la République. Donc le président de la République n'a aucun choix. Merci beaucoup. Alors maintenant, le problème qui se pose, c'est que il y a un délai de 15 jours pour le président pour promulguer. Il avait 15 jours pour promulguer. Mais la Constitution prévoit aussi dépasser le délai de 15 jours. La loi entre en vigueur et promulguée, je vais dire, de plein droit. Donc ça veut dire on est dans cette situation-là où cette loi est entrée en vigueur de plein droit. J'ai pas compris le jeu des opposants qui se sont laissés berner comme des enfants. Je comprends pas. Ils comprennent pas tous ces calculs. C'est que le pouvoir s'est arrangé. On les a eus comme des enfants. C'est dommage de le dire. Non, s'il vous plaît, soyez non, mais je veux élégant. dire, je suis désolé. Je suis désolé. Je suis avocat je suis un des avocats de C64. Mais je veux dire, franchement, là, c'est inadmissible. Tout est calculé. Donc, on est dans cette situation où cette loi est déjà de plein droit promulguée et il va être publié au journal officiel et entrer en vigueur. Dès qu'il entre en vigueur, qu'est-ce que le pouvoir peut faire en ce moment-là? Heureusement, il y a les articles 219, la période propice pour la période légale pour faire un référendum ou une révision constitutionnelle. Et au moins ça va les paralyser. Ils peuvent pas le faire tant que l'État est dans un état de guerre et dans un état de siège aussi. Donc ce sont ces deux éléments qui vont peut-être freiner, mais on sait jamais jusqu'où ils peuvent aller. Et la question des élections, une question connexe aussi, parce qu'ils ont lié les deux. Si on peut pas faire un référendum ou la révision constitutionnelle parce que on est en état de guerre et en état de siège, c'est-à-dire les élections de 2028 aussi, il faut oublier. Et alors, qu'est-ce qui se passe? On va rester dans ce flou artistique. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer dans ce pays. Donc, il y a des gens qui peuvent rester au pouvoir pendant 20 ans. Ils peuvent même s'arranger, ne pas faire la guerre. Mais la loi est claire, la Constitution est claire. Qui déclare la guerre? Qui est le chef d'État? Qui est le commandant suprême des forces armées? C'est le président de la République. Merci beaucoup, Maître Zef Zabou. Alors, si rien n'est fait, l'armée n'est pas fait, qui est le chef d'État, le commandant suprême des armées? La responsabilité incombe à qui si ça n'évolue pas de l'autre côté, si on n'a pas déclaré la guerre? Et je vous dis, il y a une disposition ici, dans cette Constitution, qui prévoit aussi que les autorités qui ne préservent pas, toute autorité, qui ne préserve pas justement l'intégrité territoriale est passible d'infraction de haute trahison. C'est quelle disposition? L'article, je crois que c'est 63, alinéa 3. Allons-y. 63, alinéa 3, dispose: toute autorité nationale, provinciale, locale et coutumière a le devoir de sauvegarder l'unité de la République et l'intégrité de son territoire sous peine de haute trahison. Alors ça, c'est une disposition, il faut qu'on rappelle à nos autorités pour qu'ils sachent que c'est trop facile de dire, il y a la guerre là-bas, on fait rien, ben, tant qu'on n'y met pas fin, tant que c'est pas fini, il y aura rien, nous on reste au pouvoir, on se la coule douce. Non! La Constitution vous rend responsable. On vous a attribué des fonctions. Merci vous beaucoup. pouvez pas assumer vos fonctions. Honorable Prenez Daniel vos responsabilités. Kabemba pour son allocution. Je vous remercie. Merci, Maître Zef Zabou. J'ai pas conclu, malheureusement. Honorable Daniel Kabemba pour son allocution. On vous laissera pas conclure parce que ça coule à flot. Et l'honorable Daniel Lufungula se prépare. Très honorable président, garant de nos travaux parlementaires, Et prestigieuses dames, les membres du bureau,
distingués invités, Compliqué ça. estimés collègues. Je salue la pertinence de l'intervention de Maître Zef Zabo et je l'invite à répondre à cette question aussi fondamentale. Maître Zabo, un juriste éminent, du haut de cette tribune, est-ce que pouvez nous répondre à cette question de savoir c'est quoi la cause profonde de la corruption de la justice de notre pays et quelle thérapie proposez-vous au-delà des critiques? J'ai dit honorable président. Merci beaucoup. Maître Zef Zabo pour rencontrer cette question à chaud. L'honorable Daniel Lufongola se prépare. Merci beaucoup pour cette question pertinente qui a fait l'objet d'un traitement exhaustif dans ce livre. Donc ma réponse sera très limitée dans la mesure où, je veux dire, il y a une panoplie de solutions ici pour mettre fin à la corruption. Alors je vous recommanderais de vous procurer le bouquin, mais il est un fait que la corruption de la justice est d'abord aussi un état d'esprit. C'est que le peuple congolais il y a un problème de moralité, les valeurs morales qui sont dispersées. Il y a l'impunité dans ce pays, le manque d'exemplarité. Vous voyez, on dit quoi, le poisson commence à pourrir par la tête. C'est par là que ça pourrit. Donc si la corruption vient d'en haut, bah tout le monde se laisse corrompre. C'est difficile. Donc, il faut une réelle volonté politique. C'est qu'il n'y a pas de réelle volonté politique pour mettre fin à la corruption parce que ceux qui sont censés briller par l'exemple ne le font pas. Donc, ça se répercute sur tout le monde. Et vous voyez les disparités aussi. Bon, on va pas négliger la question du traitement salarial. Hein, le traitement, on peut pas négliger cet aspect. Les ministres, les députés, les directeurs de cabinet à la présidence et ailleurs, ils se tapent des 30, 40 000 $. Et quand vous donnez 800 ou 900 $ à un magistrat, qu'est-ce que vous attendez de lui? Vous le mettez pas non plus dans des conditions. Donc autant je peux m'attaquer aux causes de la corruption de manière indépendante, mais il faut aussi voir la vie de ceux qui sont censés, est-ce qu'ils sont mis dans les bonnes conditions pour le faire? Regardez la vie des professeurs, les médecins, les juges, les magistrats, par rapport aux politiques. C'est pas une bonne façon de gouverner. Alors tout ça, ce sont des facteurs. Il y en a plusieurs, hein, je vous dis, mais déjà l'esprit, le facteur principal, il faut mettre fin à l'impunité. Parce que le reste là aussi que j'ai cité, je ne peux pas justifier ma corruption du fait que je suis mal payé non plus. Vous voyez, c'est immoral. Je peux pas dire je suis mal payé, alors je commence à me faire corrompre, puis je justifie tout ça. Mais ils n'ont pas le choix, des fois ils vous le disent. Soyez près du micro s'il vous plaît. Des fois ils vous le disent de cette manière-là, mais c'est pas une justification valide. Non. Non, parce que on a une moralité d'abord. Quand on a une moralité, une bonne moralité, on l'assume et on reste digne dans l'exercice de ses fonctions. Parfait. Mais moi je vais faire une relance sur la corruption. Vous vous attaquez à une partie de cette corruption parce qu'il doit y avoir un corrompant et un corrompu. Est-ce que votre livre fait référence aussi aux corrompants? Vous les avocats, c'est vous qui amenez les dossiers chez les magistrats. C'est vous qui voyez le magistrat après les dossiers pour le droit de visite. C'est vous qui demandez au client pour que ton dossier passe vite, pour que ça se prononce à ta faveur. Paye ceci. Vous prenez parfois beaucoup d'argent chez les clients, vous donnez un peu chez les magistrats. C'est vous qui êtes les corrompants, c'est vous qui entretenez ça en tant qu'avocat, mais il me semble que la grande pression est mise sur le magistrat, sur les OPJ, sur le parquet, sur les juges au tribunal. Qu'en est-il de la responsabilité de vous, avocats, dans cet exercice de corruption? Monsieur le Président, le livre ne se limite pas. Le titre, peut-être, on peut pas tout reprendre. Mais quand on dit stop au banditisme judiciaire de nos magistrats véreux, ça ne se limite pas à eux. C'est tout le système. Tous les acteurs du secteur de la justice. Je parle des greffiers qui sont là. Ils sont pas magistrats. Je parle des avocats aussi. Je parle
je dis le modus operandi dénudé. Ça veut dire le mode opératoire de la corruption est mis à nu. J'ai mis à nu le mode opératoire. Ce que vous dites là, c'est là-dedans, c'est écrit. Le mode opératoire, comment on opère? Que l'avocat amène, demande à ses clients tout ça c'est écrit là-dedans. Le mode opératoire comment là, ça fonctionne. Allez-y, expliquez-nous, essayez d'expliquer ce que ça veut dire. C'est quoi le mode opératoire? Mais ça fait l'objet d'un livre de 279 pages. Je ne serai pas assez de temps un petit résumé d'une minute pour vous dire. Par exemple, quand vous plaidez une affaire, vous êtes le tribunal, on plaide une affaire, vous prenez en délibéré, vous vous retirez et vous dites rien du tout. Et vous faites ce qu'ils appellent ça la chambre froide. Donc vous allez mettre le dossier dans la chambre froide, même 6 mois, 1 an, tant que aucune des parties vient vous corrompre, vous ne touchez même pas au dossier. Donc vous attendez, et vous commencez même à appeler les clients pour qu'ils viennent et leur poser la question, mais comment est-ce que vous venez pas? Des gens comme nous qui corrompons pas, quand je vois que le délai du prononcé est largement dépassé, j'essaie d'entrer en contact avec le juge, juste pour m'enquérir de la situation, mais je regrette. Quand vous arrivez là, on vous dit, maître, finalement, vous venez finalement, qu'est-ce que vous nous amenez? Moi, je vous amène rien. Non, je vous amène rien. Et quand vous dites ça, ça va leur prendre 2 jours seulement, on va rendre un jugement contre vous. Ils ont mis 6 mois sans rien dire, mais une fois qu'on vous voit et vous leur dites, non, moi, j'ai rien à vous donner. Le lendemain, là, vous allez voir, non, mais irrecevabilité, ils n'ont jamais rien lu. Irrecevabilité, on va vous dire obscurité du libellé. Oh, les faits, les dates ne sont pas là. Mais quand tu regardes la citation, tu dis, mais ces gens sont malades. Non, soyez élégant. Non, mais c'est pas normal. Ce sont des bandits. C'est pour ça que dans le bouquin, s'il vous plaît, je vous prie d'être élégant. C'est un corps constitué. C'est un corps constitué, on ne le traite pas comme ça. En tout cas, le titre du livre, c'est Stop au banditisme judiciaire de nos magistrats véreux. Le modus operandi dénudé, lettre objective au magistrat suprême. Le livre interpelle le magistrat suprême, qui n'est nul autre que le président de la République, parce que c'est lui le magistrat suprême, c'est lui qui nomme et promeut toutes ces personnes. Donc, il lui appartient à lui, par l'exemplarité, de mettre fin, si la volonté politique est là, le président peut mettre fin à la corruption. Je peux vous donner des exemples, vous direz, si on prend l'exemple du Rwanda, vous direz que c'est un mauvais exemple. Il n'y en a pas de corruption là-bas, parce que le président, là, ne blague même pas. En matière de corruption, que ce soit au niveau de la police judiciaire, la police, je veux dire, la justice, il n'y en a pas de corruption. Or, dans notre pays, la police, la justice, est la 2e institution la plus corrompue. Après la police nationale, vous imaginez. Vous imaginez. Merci beaucoup, Maître Zefzabo. On va prendre l'honorable Fungula. Loin de moi toute outrecuidance et félonie. Honorable Président, recevez mes hommages les plus déférents pour la parole accordée. Honorable Président, distingués membres du bureau, estimés collègues parlementaires. Maître Zabo, au-delà d'être un scientifique, vous êtes un avocat. Pensez-vous que la déontologie vous permet autant de critiques aux magistrats comme c'est le cas dans votre livre? Je vous remercie. Merci beaucoup, honorable Fungula. Maître Zabo, pour rencontrer cette préoccupation. Entre-temps, l'honorable Blamedi s'y prépare. Merci beaucoup pour cette question. Bien sûr que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la science doit évoluer. La jurisprudence, la doctrine surtout. Sinon, vous tuez le droit. Si on empêche, au motif qu'on serait avocat, d'analyser une décision judiciaire comme celle qui est devant nous, on la laisse comme ça, on le fait gober à tout le monde, dans l'état où il est. Est-ce que vous faites avancer la science? Vous amenez l'être humain dans la ruine intellectuelle. Et je veux vous dire, cette disposition déontologique, ça date de l'époque de Mobutu, c'était sous la dictature. C'était destiné à empêcher justement les gens de parler. On avait muselé aussi bien les politiques que tout le peuple.
Et d'où on interdisait aux avocats, elle sort de la loi organique du barreau, c'est daté de 1979, cette loi. Les choses ont évolué, malheureusement dans notre pays, il n'y a pas beaucoup de réformes. Et on interdit aux avocats de commenter les décisions judiciaires, mais c'est une disposition, on en a parlé au niveau du barreau, c'est dépassé, c'est anachronique. La science doit évoluer, tout simplement. Et l'objectif, si on peut pas dénoncer, comment voulez-vous aussi faire avancer la société? Si on ne fait que subir, moi au contraire, je vous encourage. J'encourage à dénoncer toutes les antivaleurs dans la société pour aider cette société à se moraliser et aller de l'avant. Merci beaucoup, Maître Zef Zabo. Honorable Plamedi. Et ensuite, l'honorable Lys Mpingiabo. Honorable Président, c'est avec beaucoup d'inquiétude que je prends parole. Honorable Président, honorable membre du bureau, chers collègues parlementaires. Maître Zef, ici présent, refuse l'interprétation de la Cour constitutionnelle sur la souveraineté du peuple. Le peuple est un souverain primaire. Maître Zef dit, le peuple qui est souverain primaire est limité par les droits internationaux. Alors, laissez-moi vous rappeler ici, M. Zef, que le droit international est un droit volontariste, où tous les États sont égaux. Aucun État n'est supérieur à l'autre. Alors, Maître Zef, dites-nous, en droit, il existe deux types de souveraineté. Il en est ainsi la souveraineté dans l'État et la souveraineté de l'État. Donc, dire que le peuple qui est souverain est limité par les droits internationaux, c'est remettre en cause la souveraineté nationale, ou plutôt la souveraineté de l'État qui est détenue par les peuples. Alors, si vous allez me contredire pour rester... C'est quoi votre question dans votre position, dites-nous. Oui. Si le peuple qui est souverain est limité, il est limité par qui? J'ai dit, honorable président. Merci beaucoup, honorable Plamedi. Maître Zef pour rencontrer cette préoccupation. Bon, merci beaucoup pour la question, mais je pense qu'il y a une confusion. Il y a une confusion terrible. Et vous tentez de me faire dire des choses que j'ai pas dites. Je ne sais pas si vous étiez dans cette salle ou pas. Vous confondez le peuple et le souverain primaire. Le pouvoir souverain primaire qui a adopté la Constitution de 2006 et le souverain dérivé actuellement qui tente de modifier. Vous confondez ces deux notions. Non seulement vous confondez ces deux notions, vous confondez la souveraineté populaire, la souveraineté du peuple, et la souveraineté nationale. J'ai bien fait la distinction ici. La souveraineté nationale qui est la souveraineté de l'État, de tout État. Un État, le Congo est un pays souverain, on bénéficie d'une souveraineté nationale. C'est la souveraineté nationale qui est limitée par le droit international. Vous me faites dire quelque chose que j'ai pas dit. Je peux pas dire que le peuple, la souveraineté du peuple est limitée par le droit international. J'ai jamais dit ça. J'ai pas dit ça, moi. J'ai dit la souveraineté populaire est limitée par le droit interne, par la Constitution ici, et les lois et règlements de la République. C'est bien compris maintenant? Je pense bien. Alors, on va revenir sur sa deuxième paire de manches, peut-être pour essayer de creuser bien plus profond. Les souverains primaires limités par la Constitution, c'est lesquels? Les souverains primaires originaires ou dérivés? C'est tout le peuple congolais. C'est tout le monde. Une fois que le peuple a adopté en 2006... Tolérance, s'il vous plaît. Le peuple souverain primaire. On n'est pas dans un cas de vide juridique ici, de vide constitutionnel, parce que ça aussi, il y a une confusion. Quand il y a un vide constitutionnel, comme à l'époque Mobutu quitte le pouvoir, Kabila vient,
il y a un vide constitutionnel du fait d'une sorte de coup. Il y a un coup d'État, il y a une rébellion qui est arrivée, qui a renversé un régime qui était là. Donc quand il arrive dans ce cas-là, il balaye l'ordre constitutionnel. Kabila perd à nettoyer l'ordre constitutionnel. Dans ce cas-là, on parle du peuple souverain originaire. C'est celui-là qui a le pouvoir illimité. Parce qu'on recommence le tout à zéro. C'est celui-là qui a un pouvoir illimité qui peut maintenant constituer. Ça veut dire adopter une nouvelle constitution à partir de zéro et faire tout ce qu'il veut. Mais une fois que il a adopté la constitution concernée, le souverain primaire lui-même, il disparaît. Lui-même, il est confondu au peuple. On est tous peuple. Tout le peuple congolais a l'obligation de respecter la constitution de 2006 une fois que le souverain primaire l'avait adoptée. Maintenant, s'il y a des modifications à faire par la suite, ça se fait par le souverain dérivé. Ça veut dire que ça passe par l'Assemblée nationale. Et ça, c'est le souverain subséquent. Ça veut dire le pouvoir souverain subséquent. Et il ne peut pas détruire l'œuvre. Non, il peut modifier, mais il est tenu à respecter les dispositions intangibles ici. Parfait. Donc, il peut faire des modifications, mais ça doit être conformément aux dispositions qui sont adoptées par le souverain primaire. Donc, ici, il est permis de réviser. L'article 218 prévoit la procédure qui doit être faite conformément à l'esprit de la Constitution qui est prévu dans le préambule de la Constitution. Donc, ça doit être conforme à cela. Merci, Maître Zabo. Si vous dites que le souverain primaire, quand il adopte cette Constitution, il disparaît, qu'en est-il des cas de la Révolution? Justement, j'ai parlé de cas de Laurent Désiré Kabila. C'est un cas connexe. Mais l'enjeu, c'est que vous sautez. C'est que il y a une constitution. Quand vous faites une révolution, alors qu'il y a cette constitution-là, vous violez la constitution qui est là. C'est ça l'enjeu. Si vous n'avez pas un droit auto-limité, vous tombez dans une violation. Est-ce que la révolution est une violation de la constitution? Mais non, parce que ça se fait dans un cadre hors juridique. Ça devient méta-juridique. C'est un coup d'État aujourd'hui. Non, ne souhaitez pas ça. C'est la même chose. Révolution, coup d'État, ce sont les mêmes facteurs. Ou la naissance, même. On peut changer de constitution, même en cas de naissance d'un nouvel État. Par exemple, non, je donnerai pas vous risquez de m'étrangler si je dis que de l'autre côté. Non, ne donnez pas des exemples. Bon, on a vu par exemple le Soudan. On a vu le Soudan qui s'est séparé en deux. Ben, il y a un nouvel État qui était né. Le nouvel État qui est né, il s'est doté d'une autre constitution. Donc ici, c'est un nouvel État. Ben, l'adoption se fait. On peut changer de constitution. Est-ce que vous voulez dire qu'un peuple, une fois qu'il a adopté une constitution, il ne peut pas, à un moment de son histoire, se dire, écoutez, on a besoin de refonder fondamentalement notre perception de l'État. Par exemple, on est dans un État unitaire, on arrive à sortir un consensus large qui tend vers le fédéralisme et que, par ces consensus-là, on arrive à changer de constitution, de paradigme politique et institutionnel. Vous dites que c'est pas possible, les peuples est lié à sa constitution, sauf dans les cas de révolution et coup d'État. Le droit en la matière est non équivoque. Il y a unanimité, la doctrine. Vous avez vu passer des grands professeurs d'université, y compris ceux qui aujourd'hui par transhumance se retrouvent avec Tshisekedi pour dire le contraire. Mais les vidéos sont là. Vous avez les vidéos de tous ces professeurs-là. Mbata, quand il était à l'UNC, vous avez les vidéos, il vous expliquait que même la simple tentative du renversement de l'ordre constitutionnel est punissable de haute trahison. Vous avez tout ça, vous avez je ne veux pas citer de nom, les Jolie et tout ça, vous avez toutes ces vidéos-là. Mais aujourd'hui, quand vous regardez, ils vous disent autre chose. Mais ceux qui vous disent aujourd'hui, ils savent pourquoi ils vous le disent. La vérité, c'est ce qu'ils disaient avant, c'est clair et net. La vérité, c'est que vous avez eu aussi les professeurs Mbao ici. Vous ai dit, tout le monde, ils vous le disent. Seul moyen pour changer de constitution, c'est l'avènement d'un nouvel État, un coup d'État qui peut être constitutionnel ou militaire. Et ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est un coup d'État militaire qui est en train de se dérouler. C'est un coup d'État, constitutionnel qui est en train de se dérouler ici. C'est un coup d'État constitutionnel qui se déroule ici. Parfait, merci beaucoup. On va prendre la question de l'honorable Lys Mpinguiabo.
Honorable Président, honorable membre du bureau, chers collègues parlementaires, Maître Zef Zavo, selon vous, les réserves de la Cour constitutionnelle sont-elles conformes à la Constitution ou violent-elles celle-ci à l'instar de la loi initiale? J'ai dit président. Merci beaucoup, honorable Lys. Maître Zabo, pour rencontrer cette préoccupation. Merci beaucoup, honorable Lys, pour cette question très pertinente. Elle, de manière globale, je vous ai cité lui-même l'initiateur de cette loi Ngondankoy. En Lingala, il a reconnu lui-même que il y a un problème avec la constitutionnalité de certaines dispositions. Et ce sont pas toutes dont vous parlez très bien, des réserves. Et parmi les réserves, il y a des réserves qui ont été justifiées, qui n'ont aucun impact, n'est-ce pas? Parce que vous avez 13 articles qui ont fait l'objet de réserves d'interprétation. Mais les 3 qui posent problème, ou 4, c'est là où je vous renverrai la question, mais moi j'estime qu'il y a eu violation de la Constitution, que c'est pas conforme à la Constitution, quand la Cour ajoute une matière qui n'est pas prévue par la Constitution en disant que, donc ça c'est l'article 4. L'article 4, la Cour a ajouté une 4e matière qui n'est pas prévue dans la Constitution, et à quel motif? En disant que le peuple peut demander le changement de Constitution en vertu de l'article 5, alinéa 1er, qui dit que le pouvoir, tout pouvoir, vient du peuple. Et il a réveillé, ils vous ont dit, il a réveillé, la Cour a réveillé le souverain primaire. Je ne sais par quelle magie, ils ont dit, ça permet, l'article 5 soutient également le pouvoir du peuple de se doter d'une nouvelle constitution. Écoutez ce qu'ils disent. Cette disposition de l'article 5 représente un moyen juridique qui est de réveiller le pouvoir constituant originaire sans créer de désordre juridique. Vous imaginez? Le souverain primaire qui s'est prononcé en 2006, on dit l'article 5 permet de le réveiller. Vous allez le réveiller comment? Ils l'ont réveillé. Non, vous êtes en train d'agir comme souverain dérivé. Vous pouvez pas réveiller le souverain primaire? Originel? Non. Alors, ils l'ont réveillé, et puis écoutez, ce qu'ils disent, c'est que ça permet de réveiller sans créer de désordre. Ils veulent éviter, justement, ce qu'on a dit tout à l'heure, au président, les manifestations ou un coup d'État contre le régime lui-même. Vous voyez? Donc, pour éviter le désordre juridique, contourner la Constitution, on prétend qu'on va réveiller le souverain de 2006, et il ajoute en disant, cela peut se faire, écoutez bien, par la mise en place d'une assemblée constituante. Mais l'assemblée constituante, qui va neutraliser, paralyser l'Assemblée nationale et le Sénat? Est-ce que vous imaginez? La Constitution s'y prévoit les institutions de la République, le président de la République, le Sénat, l'Assemblée nationale, n'est-ce pas? Donc le Parlement, le gouvernement et les cours et tribunaux. Ce sont les institutions, et plus les institutions d'appui à la démocratie. C'est tout ce qui est prévu ici. Là, Madame membre du Parlement Lys, on vous crée une assemblée constituante qui vient paralyser une assemblée législative et le Parlement élu par vous, par le peuple. Donc le président va désigner des gens parmi les conseillers municipaux et tout ça. C'est eux qui vont faire office de Parlement. Est-ce que vous imaginez? Et c'est eux qui vont élaborer et soumettre. Non, et le président va d'abord constituer une assemblée, un groupe d'experts multidimensionnels, multidisciplinaires. Et ce sont les experts qui vont soumettre un projet de constitution. Le président va le prendre pour soumettre à l'Assemblée constituante, donc on neutralise. Mais c'est un coup d'État. On neutralise le Parlement. Le Sénat, l'Assemblée nationale, neutralisé. Et eux, ils vont leur donner 30 jours à cette prétendue Assemblée constituante pour statuer sur l'adoption. Pour adopter. Et une fois qu'ils ont adopté la nouvelle constitution, là maintenant, le Sénat, le Parlement revient... Est-ce que vous imaginez? Mais ça c'est quel désordre?
ça va à l'encontre, non seulement ça viole la Constitution, ça c'est parmi justement les violations qu'il y a, vous voyez. Donc ça ne peut pas marcher. C'est ça. Il y a essentiellement cela, comme je vous dis. Donc ces deux matières-là. Et on crée une commission nationale multidisciplinaire, on crée des sénats, et on crée une assemblée constituante et puis un groupe d'experts. Donc ce sont les articles essentiellement 6, 7, 8 et 9. Parce que 9, 8 par exemple, s'agissant de l'initiative d'une nouvelle constitution, en vertu de déterminer l'ordre, le président peut, on donne au président des pouvoirs que la Constitution ne lui donne pas. Le président peut, après consultation avec l'ensemble des classes sociales et avis des experts, soumettre à l'adoption de l'Assemblée constituante un avant-projet de constitution. Veuillez chuter. Ça marche pas. Veuillez chuter. La compétence est limitée. On donne la compétence limitée à l'examen, à l'adoption du projet de constitution à soumettre. Donc, on parle carrément de changement de constitution, ce qui n'est pas prévu. C'est carrément des violations, comme je vous dis, pour illustrer tout ça. Vous savez que la Cour d'entrée de jeu ici, en lisant ou en prononçant son arrêt, a décliné les objectifs même du contrôle de constitutionnalité. Allez-y, on va chuter par là, s'il vous plaît. A priori. Qu'est-ce que la Cour a dit? La Cour a défini les objectifs qui doivent être atteints dans ce processus-là. Mais est-ce que la Cour a respecté ces objectifs-là? Parmi lesquels, c'était justement de s'assurer de ne pas qu'il y ait une loi anticonstitutionnelle qui soit adoptée. Mais ils n'ont pas respecté cela. Plusieurs objectifs. C'était empêcher l'entrée en vigueur d'une loi contraire à la Constitution. La Cour a dit, d'entrée de jeu, ils ont dit, voilà, le contrôle de constitutionnalité a priori consiste à ceci. Et les objectifs qu'on doit atteindre sont ceux-là. Mais quand vous arrivez à la fin de la lecture, ils n'ont atteint aucun des objectifs. L'objectif premier, ils ont dit, voilà, empêcher l'entrée en vigueur d'une loi contraire à la Constitution. C'est ce qu'ils devaient faire. Mais ils ont permis l'entrée en vigueur d'une loi contraire à la Constitution. 2. Préserver la cohérence de l'ordre juridique. Mais c'est un chambardement complet. Est-ce que c'est cohérent? Ce qui est fait ici n'a rien de cohérent. Ça ne préserve pas la cohérence. Les gens sont... Ça, c'est un chambardement même de l'ordre juridique. Et de la science juridique. Constitutionnelle en la matière. C'est un chambardement complet. Ça crée une jurisprudence. C'est un dangereux précédent jurisprudentiel Merci beaucoup, Maître Zabo. Si vous permettez, il y a préserver la cohérence de l'ordre juridique, un autre objectif. Assurer la sécurité juridique. Est-ce qu'on assure la sécurité? On est tous confus aujourd'hui. Les gens, la sécurité juridique, on sait chacun donne son interprétation de ce qui se passe aujourd'hui. La sécurité juridique l'objectif n'est pas atteint. Et le dernier objectif, et non des moindres, renforcer la confiance des citoyens dans les institutions. Est-ce que cet arrêt renforce à votre égard, pour vous, la confiance que vous aviez vis-à-vis de l'institution? Moi, déjà, j'ai pas confiance. Mais mon livre ici montre, j'ai pas confiance aux institutions judiciaires. Mais cet arrêt vient encore exacerber cette méfiance par rapport aux institutions judiciaires. Merci beaucoup, Maître Zabo. 1 minute, un mot de la fin. On va chuter, si vous en avez. Monsieur le Président, au magistrat suprême cette fois-ci. J'ai besoin de plus que d'1 minute. Pas du tout. Je vais lire. C'est pas possible. Non, c'est très important. C'est pas possible, Maître Zef. Président, je veux pas rentrer avec ça. C'est pas possible. Mais écoutez, laissez-moi au moins commencer parce que... 1 minute. Non, c'est là où je fais des propositions. Je fais quand même quelques propositions. J'ai travaillé pour vous. On est tenu par le temps. On est tenu par le temps. Permettez que je lise. Je vais aller vite. Donc, vraiment, franchement, au regard des faits, comme je dis, j'ai des questions, tout simplement. Vous pouvez commencer en l'arrêt concerné. Hein, donc, comme j'ai dit ici, là, tout ça, cet arrêt, donc, crée d'après vous, en tout cas ça, je soumets est-ce que l'arrêt n'établit-il pas, en droit jurisprudentiel congolais, un précédent judiciaire dangereux? N'est-il pas constitutif dans l'administration de la justice et dans le système judiciaire congolais? L'arrêt concerné, est-ce qu'il ne constitue pas, c'est des questions que je pose, y compris à tout le peuple congolais, parce qu'on est tous concernés, c'est notre pays à nous tous, y compris, plus particulièrement, le président de la République,
Parce que là où on est arrivé, je pense qu'il y a péril en la demeure. On ne sait pas ce qui va arriver demain, tel que je venais de dire. Qu'est-ce qu'on va faire? Où est-ce qu'on va à partir de ceci? L'arrêt concerné, est-ce que, quoique la loi dit que les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'envisager des recours? On a vu dans les dossiers. Non, mais ils l'ont fait dans le dossier de Matata Mpogno. Et ils l'ont fait dans le dossier Matata Mpogno. Il y avait un arrêt susceptible d'aucun recours, mais par quelle règle magie, ils sont revenus devant le même juge qui s'est dédié. Mais oui, on l'a fait, ça a été fait ici, dans ce pays. Et sous d'autres cieux, il y a des procédures aussi de révision. Allez-y, échutez. Alors, ce que je regardais, c'est vraiment des propositions très, très originales. J'aimerais que vous soyez un peu indulgents pour que je vous le dise au moins. Est-ce que l'arrêt concerné ne constitue-t-il pas un dol dans le sens défini par la loi? Ça veut dire une violation volontaire du droit par le magistrat, par le juge constitutionnel, pour aboutir à une conclusion erronée, dans les buts d'accorder un avantage indu à une partie. Et le dol se caractérise par la mauvaise foi, par des artifices et des manœuvres qui donnent à la décision une valeur juridique apparente. Est-ce que ça rentre pas dans ce cas-là pour justifier un recours sur requête, par voie de requête pour dol? Et cet recours, c'est contre les magistrats concernés et aussi contre la décision, parce que cette procédure peut aboutir à l'annulation aussi de la décision attaquée. Deuxième proposition, un peu similaire, au regard des faits et tout ça, est-ce que, comme je disais, est-ce que l'arrêt ici, je pense que je l'ai démontré, est-ce qu'il a atteint les objectifs énumérés, comme je vous ai dit qu'ils avaient annoncé d'entre deux jeux, là? D'après vous, à chacun de se faire son idée. Moi, je pense, j'ai dit ce que j'en pense. Okay? Dans cette perspective. Maître Zef. Pardon? Veuillez chuter. Vous avez pris plus de 3 minutes. Il faut qu'on chute. S'il vous plaît. Voilà. D'autres recours. Aussi, il y a un recours par voie de révision. Ça se fait devant la même instance. La révision, c'est une procédure qui est prévue. Par exemple, au Canada, où j'ai vécu pendant plus de 20 ans, la procédure de révision est prévue devant la Cour constitutionnelle. La Cour suprême du Canada, lorsque la Cour se prononce sur une affaire, et c'est l'arrêt est vraiment, il y a un dol, ou bien pour faute de motif de dol, ou bien d'une erreur grossière assimilable au dol, vous revenez devant la même Cour par voie de révision. Et je pense qu'au niveau de ça existe un peu partout, dans plusieurs pays, en tout cas à travers le monde. Est-ce qu'il y a moyen de considérer cela? Et puis la troisième voie que je propose, c'est la prise à partie. Aussi, il y a une procédure de prise à partie comme on fait, parce que nul n'est au-dessus de la loi. Et il y a des actions aussi au niveau de la justice, au niveau de la cour de cassation, mais ça peut être appliqué aussi, cette procédure est au niveau de la Cour de cassation, la prise à partie des juges, et ça conduit aussi à l'annulation de la décision et à des dommages-intérêts. Donc, voilà un peu des options que je présentais, parce qu'ils sont pas au-dessus de la loi. Merci beaucoup, les juges Maître ne sont pas Zabo. au-dessus de la loi. Donc, sur ce, je laisse donc à chaque Congolais et Congolaise, y compris plus particulièrement et spécialement le président de la République, magistrat suprême, garant du respect de la Constitution, garant et arbitre du bon fonctionnement de toutes les institutions, commandant suprême, apprécier et en juger à sa conclusion, et tirer chacun d'entre vous vos propres conclusions relativement à la thématique de mon intervention de ce jour. Pour la justice congolaise, d'après vous, élève-t-elle la nation congolaise ou pas? Qu'en est-il de l'arrêt qui a été rendu? Est-ce que, d'après vous, elle élève la nation congolaise? Je vous remercie. Merci beaucoup, Maître Zef Zabo. Prenez place, on est fini pour aujourd'hui. On va finir par un cas que je veux soumettre aux Congolais. On va réfléchir sur un fait. Ça me fait mal à la tête, mais je voudrais que vous puissiez m'aider dans les commentaires ou dans vos réactions. L'État perçoit la taxe de stationnement des motards. L'État n'a pas construit de stations ou de parking pour que le motard stationne. Les motards vont donc stationner
sur la voie publique, l'État va les arrêter pour mauvais stationnement. Ils vont payer une amende pour mauvais stationnement. Après-demain, on les demande de payer la taxe de stationnement. Il n'y a pas toujours de parking. Si par hasard on tombe sur toi, parce que tous les motards ils stationnent mal, hein. Tous les motards que vous voyez, sachez qu'ils ont mal stationné, ils ont un mauvais stationnement. Si par mégal tu tombes sur un PCR qui t'arrête, tu as tous les documents et il te dit seulement tu as un mauvais stationnement, tu paies la taxe de stationnement. Ces roulements-là éternels, est-ce qu'on peut nous expliquer où se trouve l'erreur? Taxe de stationnement, pas de parking. On nous arrête quand même pour mauvais stationnement. On nous fait payer les amendes. On libère la moto. Il n'y a toujours pas de parking. Qu'est-ce qu'on fait? On revient encore sur la voie publique, on stationne. Où se trouve la faute? Réfléchissons. Moi, ça me fait mal à la tête. Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la plénière est levée. Parlement des étudiants.